Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro d'entretien. On revient pour faire un diagnostic sur le finance publique. C'est vrai, il y a depuis peu un nouveau gouvernement, le gouvernement Judith Souminois, mais quel est l'état des lieux de finances publiques en RDC? On le fait avec Alexandre Chouet, qui est expert en questions économiques et consultant au niveau international. On revient sur, d'abord, la chaîne de recettes, puisqu'on nous parle de beaucoup d'embellie à ces niveaux-là. On parlera de la chaîne des dépenses. Bien évidemment, on reviendra sur la dette publique, ce tritype-là, qui consiste en tout cas pour moi l'axe essentiel dans les questions de gouvernance de finances publiques. Alexandre Chouet, merci et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, la question générique pour commencer, ça fait quand même un bon bout de temps, il y a des différentes mesures à gauche, à droite. Avant de toucher aux mesures, quel diagnostic faire de finances publiques? L'état des finances publiques actuellement à RDC, quels en sont le problème et s'il y a des éléments qui attirent votre attention en termes positifs, quels sont ces éléments? La qualité et l'efficacité avec laquelle on gère les finances publiques jouent un rôle très déterminant sur l'efficacité de l'action gouvernementale. On peut avoir de bonnes intentions, on peut avoir de bonnes visées, mais si on ne dispose pas de moyens suffisants, ce serait difficile de pouvoir mettre en œuvre une bonne politique de développement. On peut également avoir suffisamment de ressources, mais si la gestion de ces ressources est faite de manière peu responsable et peu conséquente, il va de soi que cette gestion ne permettra pas aussi que les finances publiques soient considérées comme étant des leviers par lesquels on peut booster l'économie et promouvoir le bien-être. Donc ça suppose qu'il faudrait avoir une gouvernance de qualité des finances publiques pour pouvoir justement arriver à bouger les lignes et faire avancer non seulement l'économie, mais aussi améliorer les conditions de vie de la population de manière générale. Donc, il est important que le gouvernement de la République accorde beaucoup d'attention sur les réformes à mettre en place pour améliorer la gouvernance publique, mais aussi voir comment est-ce que cette action de l'État à travers les finances publiques peut impacter sur l'économie. Il faudra avoir une vision assez claire de la politique budgétaire et celle-ci d'être soutenable pour pouvoir booster l'économie. Ok, mais on a l'impression qu'il y a une forme de contentement aujourd'hui et qui semble être un peu paradoxal. On nous parle d'un cadre macroéconomique presque maîtrisé, mais on a l'impression que le diagnostic en termes des finances publiques, en termes de gouvernance des finances publiques, il y a encore beaucoup de difficultés. Quels sont les éléments qui peuvent justifier cette forme en fait, je dirais, de stabilité dans le cadrage macroéconomique tant vanté par le ministère des Finances actuellement? La stabilité s'apprécie dans la durée. Ce n'est pas après une semaine, ou un mois ou 2 mois qu'on apprécie la stabilité. Mais les problèmes sont multiples et il faut les corriger. La preuve en est que nous sommes un pays pauvre, un pays sous-développé, et que le niveau actuel de la pression fiscale en RDC est inférieur à la moyenne subsaharienne. Donc il y a encore beaucoup de poches qui doivent être captées et l'efficacité des dépenses publiques aussi pose problème. C'est ainsi qu'il s'avère important de faire un diagnostic sérieux des problèmes en présence pour savoir quels sont nos vrais défis. Et je pense qu'au terme du diagnostic que nous allons poser et des faits que nous allons relever ici, on sera en mesure de dire un mot sur les orientations récemment prises par le gouvernement en ce qui concerne la gouvernance des finances publiques. Alors déjà, d'entrée de jeu, comme je viens de le dire, le niveau des recettes est faible par rapport au potentiel que représente la RDC. Ça veut dire que ce que l'État... Bien qu'on parle d'une mobilisation assez historique, quand on quitte d'une capacité de mobilisation qui fait un bond à près de 50, 60, 70, 80%. Tout s'explique. Avec l'économie, ce sont les chiffres qui parlent et ça se tient. Il y a des raisons qui peuvent expliquer X ou Y. Mais alors, disons-le rapidement, c'est que en RDC, le niveau des recettes collectées par l'État est faible par rapport au potentiel que nous avons. Et cela relève de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, il faudrait faire remarquer d'abord que nous avons un problème de prévision. Les méthodes utilisées pour prévoir le niveau de recettes de l'État, que ce soit au niveau central que au niveau provincial, posent problème. Ce qui fait qu'on sous-estime nos prévisions et les acteurs qui collectent ont donc des marges pour pouvoir tricher et donc dilapider ce qui devrait revenir à l'État. Certains parlent du réalisme, regarde aussi cette nature grandiose de coulage de recettes. Bon, c'est pas une question de réalisme. Mais déjà là, puisque je viens de parler des prévisions, vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs gouverneurs à l'époque et plusieurs ministres des Finances au niveau provincial. Et je leur ai demandé quel était le niveau de leur PIB. Ils étaient incapables de répondre à cette question. Et cela a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que pour pouvoir
prévoir ou projeter les recettes qui reviennent à l'État ou aux actions publiques, il serait important de savoir d'abord qu'est-ce que la province produit. Mais si la province ne connaît pas sa production, comment peut-elle estimer ce qu'elle devrait gagner comme recette publique? Ça, c'est déjà une grande difficulté. Je sais qu'en 2010, la Banque mondiale avait engagé un consultant, Yves Birrere, pour essayer un peu d'estimer le PIB de chaque province à RDC. Mais depuis, on ne le fait pas. Ce sont des axes sur lesquels il faudrait travailler rapidement parce que il est inconcevable que l'on sache... sur le ministère du Plan, dans ce cas? Bon, il y a des travaux à faire, mais ce n'est pas directement le ministère du Plan, mais peut-être l'INS et d'autres structures spécialisées. Ce sont des structures qui dépendent du ministère du Plan. Donc, je disais qu'il faut donc avoir une connaissance du PIB de chaque province pour pouvoir aussi avoir une base sur laquelle on peut estimer ce que la province peut capter comme ressources. Et on a essayé de faire l'exercice en 2010, on est en 2024, 14 ans après, on n'a pas beaucoup évolué. Ça, c'est une faiblesse énorme qu'il faudrait corriger pour pouvoir aider justement le pays à améliorer ses mécanismes de suivi des performances de l'économie, mais également de suivi de la collecte des recettes. C'est très important. Autre chose qu'il faut déplorer, c'est que dans le discours qu'on nous présente actuellement, on parle plus du budget, programme, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est un mode d'organisation de la gestion des finances publiques qui semble meilleur à ce que nous avons aujourd'hui. Mais je pense que le premier combat, ce n'est pas celui de cette réforme, mais c'est d'abord celui de la discipline, de l'orthodoxie budgétaire. Parce que si on est resté dans le même système et qu'on faisait preuve de plus de sérieux, de rigueur dans ce que nous faisons comme opération dans la collecte, comme dans la dépense, on aurait des résultats meilleurs. Donc il y a des choses qu'il faudrait attaquer, notamment le fait que dans les administrations qui sont appelées à collecter les recettes, il y a beaucoup de faiblesses sur le plan du fonctionnement. Comment vous pouvez comprendre ça qu'un directeur, par exemple, de la DGI soit conseiller fiscal d'une entreprise privée qui doit payer les impôts, qu'un directeur de la DGDA soit conseiller en douane d'une entreprise privée? Il y a une sorte de collusion. Or, les codes des impôts et de douane recusent cela, mais ça se fait dans la pratique. Et ce sont des choses qu'il faut attaquer réellement. Dans le court terme, on attaque ça, on frappe d'incompatibilité et on prend des mesures qui s'imposent. Ça, c'est une voie par laquelle on peut donc réduire cette collusion qui serait donc un vecteur qui limite la collecte des recettes. Comme je l'ai dit, le secteur porteur, il faut chercher à mieux les encadrer pour mieux collecter. À l'époque, on avait pris, j'ai travaillé à la primature avec plusieurs premiers ministres, il était décidé que l'on puisse interdire l'exportation de nos minerais sous forme de remblai, avec des terres, parce que on faisait passer de manière frauduleuse certaines matières et l'État ne prélevait pas. Donc, il existe d'ailleurs un conflit avec plusieurs sociétés minières au Katanga. Oui, justement, c'est l'État. Il faut que l'on respecte les dispositions classiques en la matière. Il faudrait même voir comment investir de l'argent pour améliorer le travail des centres, du Centre national d'expertise, parce que le laboratoire doit nous aider à mieux cerner ce que l'on exporte pour que le pays capte vraiment les ressources. Donc, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Au niveau toujours de la collecte, il y a certains agents qui sont commis à la collecte, qui ont des comportements débordants. Et nous le savons. Ce que je dis là, je suis congolais. J'ai travaillé dans plusieurs ministères et administrations, même à la pointure. Ce que je dis, je le sais. Et ceux qui sont aussi actuellement au gouvernement, ou ceux qui étaient aussi à l'époque, beaucoup le savent. Donc il faut prendre le courage d'attaquer les problèmes. Ce n'est pas en fait en mettant en place un budget programme que ces comportements débordants vont finir. Il faut arrêter ça et sanctionner sévèrement. Et donc il faut renforcer la surveillance des agents qui sont commis. Et quand je parle des agents aux acteurs, il n'y a pas que ceux qui sont commis. Il y a aussi le ministre des Finances qui doit changer son comportement, le DG de la DGI, le DG de la DGDA, parce qu'il arrive des fois aussi que certains choix opérés par les responsables d'un secteur ne soient pas bons. Il est arrivé qu'on accorde de manière illégale certaines exonérations, et cela a pesé négativement. Feu de Rououiza, paix à son âme, nous avait fait remarquer que si on mettait de l'ordre dans les dépenses fiscales, donc les exonérations, on pourrait accroître de manière sensible les recettes de l'État en passant par la DGDA. Le gouvernement Ilunkamba en a parlé. Il était question qu'on puisse annuler, mais ça n'a jamais été annulé. Le gouvernement Sama est arrivé. Le ministre des Finances à l'époque nous avait dit qu'on va annuler, mais on n'a pas annulé. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Donc il faut prendre le courage d'attaquer les problèmes et aller vers les solutions et non pas rester dans les intentions. Nous comptons, les problèmes nous les connaissons, il faut attaquer. Quand il est question de faire, par exemple, des redressements fiscaux, il faut que l'on les fasse avec toute la rigueur et tout le sérieux. Il n'appartient pas à un individu X ou Y d'interférer dans la collecte des recettes. Mais malheureusement, dans ce pays, il y a des gens qui interfèrent.
Monsieur... Les présenteurs politiques. Non, mais c'est pas question de politique, ça c'est la fiscalité, c'est le fisc et c'est la loi. Il faut que tout le monde soit soumis. Dans les pays développés, lorsque un acteur important, qui qu'il soit star de la musique ou bien même un acteur politique, lorsqu'il déroge à ce qui est consacré au niveau du fisc, on frappe sérieusement. Vous avez suivi avec Bernard Tapie en France ce qui s'est passé. Il y a des stars américaines qui aujourd'hui sont tombées parce qu'ayant justement fauté par rapport au fisc. Ce sont ces problèmes qu'il faut attaquer. On doit retirer au ministre des Finances et DG, la DGI, par exemple, le droit de gréver n'importe comment certains redressements. Parce que ça prête à confusion, ça donne lieu à des comportements qui ne sont pas sains. Et c'est donc ce qui... Quel serait le meilleur schéma dans ce contexte-là? Je pense qu'il faudrait prendre de nouvelles règles en matière. C'est-à-dire retirer carrément le droit. Si un acteur fait l'objet d'un redressement et qu'il estime que cela n'est pas correct, eh bien, on établit les règles à observer pour vérifier si il a été sanctionné de manière abusive ou légère. Et là, si c'est le cas, on le rétablit à ses droits. Mais qu'on laisse à quelqu'un un pouvoir discrétionnaire, ben ça prête à confusion et ça ouvre la porte à la corruption et à toutes ces pratiques que nous ne voulons plus pour bâtir notre pays, bâtir cette nouvelle RDC avec un État fort, des institutions qui fonctionnent. D'où la question de la judiciarisation à ce niveau, au niveau de fraude, la fraude fiscale. Est-ce que le parquet financier serait le bienvenu? C'est un instrument important qu'il faudrait bien sûr bien développer et bien déployer et aussi faire fonctionner normalement. Okay. Parce qu'en fait, en RDC, c'est pas souvent les textes qui posent problème. Des fois, nous avons des bons textes, mais c'est la mise en application qui pose problème. Donc, si on arrive à changer notre façon de voir et de faire, je pense qu'on pourrait avoir des résultats meilleurs à ceux que nous avons aujourd'hui. Donc, pour faire bref, c'est qu'il y a un potentiel énorme en matière de collecte des recettes publiques en RDC, mais malheureusement, on n'arrive pas à valoriser ce potentiel parce qu'il y a trop de pratiques et de comportements débordants et il faudrait donc arrêter ça. Okay. Mais il y a beaucoup d'exemples. Vous pouvez imaginer une entreprise, une banque ne paye pas les impôts pour une centaine de millions. On veut faire un redressement et c'est au niveau, par exemple, du ministère des Finances qu'il y a des interférences pour empêcher ça. Ça, ce sont des choses qui dérangent. Je vous donne encore quelques exemples qui frappent un peu. Nous avons à la DGI, la DGE, la Direction des grandes entreprises, qui est censée suivre ou collecter des impôts pour les grandes entreprises. Il arrive que dans un centre d'impôts, on trouve une grande entreprise qui fait ses déclarations là-bas et paye ses impôts à ce niveau-là. Mais du coup, il y a un problème. Si cette grande entreprise paye directement ses impôts là-bas avec un montant important et que ce centre d'impôt atteint directement ses actions budgétaires, alors les PME et autres entités qui payent les impôts dans son ressort, lorsqu'ils payent, l'argent va aller où? Ce surplus-là, ce trop-plein. C'est justement ce genre de comportement. Et juste parce qu'on n'a pas amené l'entreprise ou certaines entreprises à être enregistrées au niveau de la DGE. C'est le reste, ce qui a fait qu'à l'époque, j'ai suggéré que l'on puisse développer un fichier des entreprises en RDC avec plusieurs fonctionnalités. Ça va aider à mieux gouverner l'économie. Et ça va servir. Vous en parlez souvent et puis cette approche d'aller vers un cadrage macro-fiscal pour pouvoir trouver de l'efficacité. Oui, est-ce que vous ne sentez pas qu'aujourd'hui, en termes de préalables, il y a beaucoup de difficultés, des contraintes qui dérangeraient à ce que ces cadrages soient mis en place en termes de déclaration à des entreprises, jusqu'à preuve du contraire, pas déclarées au niveau de services d'impôts. Le nombre présenté par la DGI semblait être extrêmement minoré par rapport à ce qui fonctionne aujourd'hui. Quand vous avez des frontières presque poreuses, malgré qu'on est parti sur un guichet unique en termes de création d'entreprises, il y a un parterre de problèmes qui rendrait presque impossible la mise en place de ces cadrages. À l'époque du président Mobutu, nous avions des annuaires des entreprises en RDC. Les annuaires existent encore. On sait qu'elles ne sont pas réalistes. Oui, mais juste ici, à l'époque du président Mobutu, on avait des annuaires qui étaient régulièrement publiés. Okay. Et ça nous donnait une bonne batterie d'informations pouvant servir à la gouvernance économique et financière du pays. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, on aurait dû progresser. Okay. Et avoir des bonnes bases, c'est-à-dire avoir des listes bien précises de toutes les entreprises qui opèrent, on sait dans quel domaine, avec quelle hauteur de capitaux par exemple engagés, quelle main-d'œuvre, on connaît la masse salariale payée, le niveau des avoirs en banque, les exportations, et tout ça. Si on a ces genres d'informations, ça permettra de mieux gouverner l'économie. Parce que là, au niveau du ministère des Finances par exemple, à travers notamment les directions générales des impôts et autres, on a déjà une idée sur les assujettis, les entreprises assujetties, et ça permet de mieux suivre
Et quand on fait une déclaration, on a des éléments sur lesquels on peut tabler pour vérifier. Si on connaît les entreprises, on connaît leur personnel, les masses salariales payées, mais ça facilite aussi la collecte de l'impôt sur le revenu, par exemple. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments d'information que l'on pourrait avoir à travers ces outils. En 2015, lorsque j'en ai parlé, le gouvernement a initié la chose avec l'appui des bailleurs, mais la chose n'a pas été faite comme moi je le pensais. Pour moi, il était question d'avoir une très bonne base avec plusieurs informations qui sont mises à jour régulièrement et qui permettraient justement de suivre comment est-ce que l'économie fait ses performances. Et avec un tel outil, non seulement on peut analyser correctement les performances macroéconomiques, mais également les performances au niveau des secteurs d'activité. Voilà, on a autant d'entreprises agricoles, elles produisent autant, ainsi de suite. Et ça permet donc de mieux affûter nos analyses et même élaborer nos politiques et proposer des solutions aux problèmes en présence. Donc c'est juste pour dire qu'il serait important de le faire. Si on a cette base au niveau par exemple, du ministère de l'économie, on peut également identifier les grands importateurs, des produits de grande consommation, ils importent où, qu'est-ce qu'ils importent, les prix pratiqués. On sait voir maintenant et comparer un peu, suivre les éléments qu'ils intègrent dans la suite des prix pour voir si ces prix sont compétitifs ou ça reflète ou non la vérité des prix. Faciliter l'intervention au niveau de l'économie. Le ministère du Travail peut également s'en servir pour regarder les emplois créés par les entreprises dans différents secteurs, les salaires payés. Donc bref, ça peut servir à plusieurs usages, mais il faut le faire. Donc ce sont des choses qui sont, je ne dirais pas si simples que ça, mais qui ne demandent pas beaucoup. Ces questions sont dans l'engagement et les partenaires, déjà à l'époque, avaient exprimé l'envie de nous accompagner. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ratons certaines opportunités qui nous sont offertes que justement, on est à la traîne, on tourne autour du pot, alors qu'on devrait avancer. Parce que l'obligation que nous avons en tant que responsables, c'est de faire avancer l'agenda de développement du pays. Donc, donner à la population l'occasion de vivre mieux, avec plus d'entreprises, plus d'emplois, emplois mieux rémunérés, mieux sécurisés. Mais c'est ça le devoir qui est le nôtre. OK. Alors, puisque vous en parlez, au-delà de l'approche fiscale, quels sont les autres leviers qu'on peut toucher actuellement et présentement pour pouvoir rehausser un peu les niveaux de mobilisation ou encore élargir l'espace budgétaire? Nous avons plusieurs opportunités. Okay. Rien qu'avec nos ressources naturelles, on peut aujourd'hui utiliser nos ressources comme étant des éléments de certification pour pouvoir obtenir des financements extérieurs. Ça, c'est quelque chose de faisable. Nous avons la plus grande forêt, ou l'une des plus grandes forêts du monde et d'Afrique. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette forêt? Alors qu'on peut obtenir plusieurs financements. Il y a des pays qui ont des étendues de forêt moins denses ou encore moins importantes que la nôtre, qui captent plus que la RDC. Donc il y a lieu justement de développer toute une stratégie là-bas pour capter davantage de ressources. Et c'est avec ça qu'on peut mieux financer les projets prioritaires du gouvernement et aider donc l'État à accomplir de manière satisfaisante ses missions. OK. Alors, puisqu'on parle aussi des autres sources de revenus, quelle est votre analyse sur le placement de bons trésors publics qui venait d'être effectué récemment par le ministre des Finances, dont le souci est de pouvoir se doter un peu plus de moyens pour pouvoir aller vers ces projets ou le politique intégrateur du gouvernement. Est-ce que le contexte s'y prête et est-ce que la procédure vous paraît assez claire et assez efficient? Lorsque l'État encourt un déficit, c'est-à-dire lorsque ses recettes sont inférieures à ses dépenses, l'État doit chercher à combler le déficit. Et une des pratiques qui autrefois a été souvent utilisée ou sollicitée et qui a fait beaucoup de mal au pays, c'est le recours aux avances de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'on a eu à utiliser la monnaie, on a créé la monnaie ex nihilo, sans contrepartie réelle, pour pouvoir financer l'État. Et cette pratique a nourri l'inflation pendant longtemps. Et donc, lorsque on a convenu de rentrer vers les bons et obligations du Trésor, c'était justement pour trouver des mécanismes de financement des services publics non inflationnistes. Non inflationnistes, oui. C'est ça, en fait, l'idée. Mais bien sûr, la grande question, c'est comment est-ce qu'on le fait. Et peut-être avant d'avancer, je tiens à préciser que les bons sont d'une maturité courte, alors que les obligations couvrent une période de temps assez longue. C'est ce qui fait qu'à l'époque, lorsqu'on a discuté avec certains partenaires au développement sur la question, même pour certains pays africains, parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays africains pour le compte de la BAD, nous sommes arrivés à établir que s'il faudrait intégrer dans le budget de recettes une des composantes de ces titres de l'État, c'est plutôt les obligations à la place étant pluriannuelles, alors que les bons de trésor sont infra-annuels, donc on prête, on s'endette et on rembourse rapidement, donc c'est en court terme. Donc c'est un peu... Alors, vous avez parlé de ce qui a été fait ici tout récemment en RDC. Moi, je vais vous dire ceci,
il y a certaines décisions importantes qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence et s'assurer que les contours sont bons pour les prendre. Regardez, si l'État a un excédent et que l'argent collecté ou l'excédent mobilisé, au lieu d'être logé dans le compte général du Trésor, on va le loger dans les banques commerciales. Et si les banques voient leur liquidité augmenter, c'est que c'est l'État qui favorise cette surliquidité. Oui. L'État a un excédent et l'État émet encore des bons du Trésor. Celui qui a un excédent, il va s'endetter. Et les banques puisent dans leur caisse et utilisent l'argent de l'État. En quelque sorte, l'argent de l'État pour acheter ces bons de Trésor. Et à terme... c'est une affaire très rentable pour les banques. Alors, fort de cela, je suis d'accord qu'il faudrait utiliser des mécanismes de financement multiples pour pouvoir garantir un espace budgétaire large, mais il faudrait vraiment bien surveiller ce qu'on fait. Okay. Parce que si on ne le fait pas de manière très prudente, avec beaucoup d'égards, on risque justement de faire du mal à l'État. Parce que vous allez vous endetter à des taux très élevés et l'État va rembourser sur l'infra courte période. Vous comprenez un peu ce que ça suppose. Donc c'est évince en quelque sorte les recettes de l'État si on ne fait pas attention. Donc il faut vraiment être prudent à ce sujet. D'accord. Alors, on va prendre l'aspect un peu dépenses publiques aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît orthodoxe, les différentes dépenses effectuées jusqu'à preuve du contraire par le gouvernement congolais, ou vous pensez qu'il y a encore beaucoup à redire et beaucoup à refaire, surtout au regard des perspectives et de besoins? Nous parlons des finances publiques, c'est-à-dire les finances de l'État. Et l'État ne se gère pas selon les humeurs des individus ou selon leur bon vouloir. Tout se fait sur base des règles consacrées. Okay. Et si on met en place dans les pays des procédures pour pouvoir gérer les finances publiques, c'est pour éviter l'arbitraire, de tout ce qui est subjectif, qui peut conduire à des déboires de diverses natures. Et la chaîne, la dépense qui a été restaurée par le gouvernement en 2002-2003 avec le concours de Philippe Foot à l'époque, est quelque chose de très important pour garantir une certaine lisibilité dans les mécanismes par lesquels on utilise l'argent de l'État. Mais dans un passé récent ici, on a remarqué que cette chaîne a été battue en brèche, ce qui fait que certaines opérations passaient en dehors de la chaîne et ça favoriser la fraude, les détournements et tout ça. Et vous avez suivi qu'on a déploré le paiement de plusieurs dépenses par mécanisme d'urgence ici. Oui. Ben justement, ça, ce sont les choses qui dérangent. Et aujourd'hui, je pense qu'un des combats serait de restaurer totalement cette chaîne et de réduire sensiblement le recours aux opérations dites d'urgence. Et il faudra encore bien regarder ce que dit la loi à ce sujet. Comment est-ce qu'on gère cela? Par contre, une innovation que moi je voudrais aussi qu'on fasse, c'est qu'on refait un peu, pour ce qui est un peu de l'armée, de la police, lorsqu'il est question de faire des interventions rapides, surtout dans les zones fragiles comme dans d'autres pays, il faudrait qu'on puisse mettre en place des dispositions nouvelles pour faciliter, parce qu'il arrive que des fois on envoie les militaires, les officiers en mission sur le terrain sans moyens. Ils financent de leur propre poche, alors qu'ils vont se battre pour la République. Vous voyez un peu ça? Ce sont des choses qu'il faut corriger. Donc, il y a un grand travail à faire d'abord au niveau de la chaîne pour la restaurer et la faire respecter et garantir une certaine transparence, une certaine fluidité des informations et une certaine efficacité. Okay. Mais au-delà de cette question, il y a aussi la question des choix budgétaires qui s'imposent. La qualité des dépenses. On n'a pas beaucoup de moyens. Alors, il faut savoir qu'est-ce que l'on fait en priorité, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Vous avez un budget limité, vous avez des enfants qui doivent aller à l'école et vous voulez prendre une bière. Si les moyens ne vous permettent pas de financer quelque chose, autant mieux sacrifier la bière et envoyer les enfants à l'école. Je pense que c'est la rationalité. Mais donc, on a besoin de choix rationnels en RDC. Excusez-moi, je n'ai rien contre des vues, mais nous sommes en train de parler du pays. Nous avons suivi tout récemment ici certaines propositions au niveau de l'Assemblée nationale, construction de l'hôpital, au niveau du Sénat, construction de nouveaux bâtiments, un parlement moderne, construction d'un nouveau stade. Est-ce que c'est vraiment prioritaire? Le chef de l'État a lancé une... Pour le stade, peut-être parce que c'est un élément qui peut nous permettre de mobiliser des fonds. Le stade sont rentables. Non, suivez d'abord, le chef de l'État a lancé une belle initiative, c'était d'aller vers la gratuité de l'éducation pour permettre à des millions d'enfants qui autrefois étaient exclus du système scolaire de rentrer à l'école. Mais ils rentrent à l'école avec quelles infrastructures? Ça veut dire que le pays a besoin de beaucoup d'argent aujourd'hui pour construire des écoles ou construire des salles de classe nouvelles pour pouvoir mieux acquérir les élèves et leur garantir un apprentissage sérieux.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, face à... Il semble qu'il y a un peu plus de 200 ou 300 écoles qui doivent être remises à l'État dans les jours à venir, dans le cadre du projet PEDEL 135. Quand vous parlez de 200 écoles, de quelle taille, et quand vous tenez compte de la population à scolariser qui était en dehors, vous comprenez que ce n'est pas suffisant. On a besoin de beaucoup de ressources. Il y a trop de priorités à ce pays. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la responsabilité des choix, on doit éviter ce qui est superflu. On ne peut pas laisser, par exemple, les sénateurs et les députés siéger au Palais du Peuple là-bas. C'est quoi l'impact? Bon, ça, c'est pas une priorité. Oui, c'est pas une priorité, justement. C'est une façon de dire que nous devons faire un effort pour cela. Vous voyez, à l'époque de la Covid-19 ici, pendant que dans le monde, on voyait partout au monde des autorités, des pays développés et autres en train de revoir à la baisse certaines rémunérations, certaines primes, même des footballeurs. Je pense que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont renoncé à certains paiements pour pouvoir financer les efforts dans la lutte contre la Covid-19. Mais c'était en ce moment-là que nous, ici, en RDC, au Parlement, on avait demandé une majoration des salaires. Il faut que ça soit des contradictions. Nous devons faire la politique en tenant compte des exigences du développement et des besoins de la population. Il ne faudrait pas prendre des mesures à contre-courant ou à contre-temps sur les réalités et évidences du pays. On a besoin de beaucoup d'argent pour privilégier ce qui est prioritaire, l'éducation, la santé, les routes, mais faisons un focus sur ça d'abord. Laissons de côté ce qui est superflu. Si on va faire ces dépenses de prestige, on le fera après, mais faisons. Donc il y a une question, c'est la responsabilité des choix. Au-delà de cette question de la responsabilité des choix, il y a la pratique. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut corriger rapidement pour pouvoir garantir un meilleur usage de nos ressources et même dégager des marges pour pouvoir mieux financer le pays. Regardez, vous avez un crédit à consommer. Vous êtes une administration, un service de l'État. Le budget de l'État vous accorde 1 million pour mettre en œuvre la politique du secteur que vous couvrez. Mais arrivé au niveau de la chaîne de la dépense, vous demandez votre argent. C'est ce qui vous revient de droit par rapport à la loi des finances promulguée par l'État. Mais ceux qui sont dans le circuit vous exigent 40%. Ouais. Alors, une politique qui devait être mise en œuvre avec 1 million, vous l'avez mise en œuvre avec 600 000. Mais déjà, rien que cela impacte sur l'efficacité avec laquelle la politique sera mise en œuvre. Comment voulez-vous avoir un État efficace avec de telles pratiques? Il faut arrêter ça. Il faut voir quelqu'un qui a une créance sur l'État ou bien un droit sur un paiement, ça entre dans la chaîne. Parce que vous ne voulez pas laisser tomber les 40%, ça reste longtemps dans le système. Il faut développer une solution, c'est-à-dire qu'on informatise la chaîne et on développe d'autres applications. Quand un dossier entre, tout le monde voit que c'est entré dans le système, on est informé. Et on donne des délais de traitement. Après 48 heures, si le contrôleur ne donne pas un avis, si la personne qui doit liquider ne liquide pas, il y a un signal et on doit dire pourquoi on n'a pas liquidé. Mais si on liquide juste parce qu'on veut rançonner les gens, ce sont des pratiques à bannir parce que ça affecte l'efficacité de l'État. Il y a des travaux qui se font en commission, des travaux spéciaux qui des fois donnent lieu à des petites primes. C'est bien de le faire, mais soyons corrects. Vous allez constater, par exemple, on demande à 2 personnes de faire un travail et le travail donne lieu à une prime de $200 par personne. Donc, ça ferait $400 qu'il faut payer. Mais quand on établit la liste, vous trouvez 1000 noms. Donc, il y a 998 fictifs. Vous voyez ce que ça suppose? Oui. Et ça, ce sont des choses qui, justement, laminent l'espace budgétaire disponible et ça empêche justement à l'État de dégager de l'argent additionnel pour financer ce qui est prioritaire. À ce sujet, il y a à boire et à manger. Vous allez arriver, par exemple, au niveau des ministères. Vous regardez les chiffres, on vous dit qu'il y a excédent dans les dépenses de fonctionnement. Mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'encre. Mais l'excédent vient d'où? C'est que l'argent part plus dans les primes, tout ça, mais le travail lui-même n'avance pas. Et il y a certaines personnes qui sont en train de réfléchir sur des questions, notamment moi-même, c'est qu'il faudrait développer une politique en matière d'emploi, de rémunération et avec une précision sur ce qu'on entend par les primes et autres, parce qu'il y a à boire et à manger. Vous avez remarqué une personne qui a un salaire de 3 millions de francs, mais qui a une prime par mois de 20 millions chaque mois. C'est devenu une règle ici. La prime a souvent été un peu plus juteuse que le revenu mensuel. Justement, il y a un travail de fond qu'il faut faire, parce que les gens abusent et puisent l'argent dans le compte général du Trésor sans réellement donner au pays la vraie contrepartie. Ce sont ces éléments-là qui grèvent l'efficacité de l'action gouvernementale. Toujours au niveau des dépenses, il y a lieu aussi de faire remarquer que la maîtrise de la masse salariale est également très important. Mais pour qu'on arrive à cela,
il faudrait en amont préparer aussi les bases de données sur les gens qui réellement travaillent pour l'État. Il faudra avoir des bases de données interactives au niveau de la police. Une question sensible l'armée. qui entraîne grogne à gauche, à droite. Non, bien au contraire, si on arrive à maîtriser les effectifs et que l'enveloppe est bien maîtrisée, on peut progressivement envisager des majorations, parce qu'on aura fait des efforts pour collecter plus, on va majorer et réduire les inégalités parce qu'elles sont importantes. Et quand je parle de cette question des primes, c'est parce que des fois, vous remarquez que ceux qui ont plus ont aussi des primes exorbitantes et ceux qui n'ont pas. Donc il y a beaucoup d'inégalités. Or, les finances publiques reposent aussi sur la transparence, sur l'efficacité, mais également sur l'équité. Et chez nous, cette question-là aussi, l'équité pose problème. La transparence pose problème, l'efficacité pose problème parce que l'impact des actions publiques, des fois, est très limité, mais aussi la question de l'équité sociale. Okay. Donc, il faudrait regarder tous ces aspects. Alors, puisque vous en parlez, vous venez d'évoquer un élément essentiel aujourd'hui. L'urgence, c'est vrai pour des questions de guerre, ça peut être mais oui, compréhensible. Excusez-moi, peut-être vous ouvrez un bon point quand vous parlez des questions des guerres. Mais là encore, c'est un problème. Chaque fois qu'il y a des conflits armés, les dépenses militaires deviennent une opportunité pour certaines personnes pour se faire de l'argent sur de l'État. Ça, ce sont des choses qui sont assez difficiles à comprendre. Okay. Et moi, j'analyse. J'ai vu un tableau, un plan de trésorerie qui a été produit en début d'année ici. Au mois de janvier, les dépenses militaires ont été exécutées à 900%. Au mois de février, à 1000 et quelques %. Au mois de mars, 1000, soit pour le trimestre, c'était 1020% de taux d'exécution. Mais les dépenses qui étaient prévues étaient de loin inférieures à ce qui était exécuté. Est-ce que ce différentiel-là a une raison d'être ou il y a derrière ça autre chose? Et surtout que si on interroge les résultats, il y a des fois à se poser de questions. Mais voilà. la question à ce niveau-là était du fait qu'aujourd'hui on est dans un contexte où il y a un certain nombre de problèmes que le Congolais estimerait que soit prioritaire. Par exemple, le problème des sociétés comme Congo Airways et autres. On nous parle des excédents, des trésoreries, des 400 millions. On n'arrive pas à mettre un plan de redressement de 70 millions à peine. Est-ce qu'on n'a pas cette phobie de chiffres? Est-ce que le besoin de stats ne commence un tout petit peu à faire perdre la tête juste parce qu'on veut être en harmonie avec les différents engagements, notamment le programme qu'on veut s'engager avec le FMI? Est-ce que c'est pas cet effet dégonflé d'aller vers le statistique ne nous font pas perdre aussi quelque peu les priorités qui sont devant nous? Je ne sais pas si dans le programme conclu avec les partenaires extérieurs, on demande à l'État de ne pas avoir des dépenses de qualité. Parce qu'aujourd'hui, intervenir pour relancer Congo Airways, c'est une chose prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, on éprouve beaucoup de difficultés pour aller à l'intérieur du pays. Même les membres du gouvernement, les agents de l'État ont du mal à se mouvoir dans le pays. Et c'est un problème. Il faudrait juste faire un effort pour savoir établir les priorités, définir des modalités claires de financement et prendre le courage de faire les choses bien. Mais cette fois-ci, quand vous faites ces investissements qui sont coûteux, s'assurer qu'il y aura un retour sur investissement. C'est ça la grande question. Mais il faut le faire. J'ai vu à plusieurs reprises ici, nous voyons comment est-ce que les bateaux font naufrage ici, là, sur la route vers l'Équateur. Non, mais ce sont des choses qui sont absurdes. Pourquoi je le dis, c'est que nous avons à l'est de nos frères, à nous Congolais, qui produisent des bateaux, vous avez déjà été là-bas, vous avez vu. Oui. Mais pourquoi ne pas prendre cette main-d'œuvre qualifiée qui existe, ces entreprises qui existent là-bas, et les user pour pouvoir développer des mécanismes autres de transport fluvial et savoir aussi avoir un impact sur la qualité de l'alimentation. J'étais allé à Mbandaka, j'ai vu une maman qui vendait un bon poisson là, très grand là, et je lui pose la question de savoir quel était le prix. Elle m'a dit 2500 francs congolais. J'étais étonné parce que le même poisson à Kinshasa coûterait peut-être 80 000 ou 100 000. C'est le même pays. Et quand j'ai semblé même m'étonner du prix qu'elle m'a proposé, elle me dit, papa, je peux aller même à 1500. Et c'est juste pour vous dire que si on règle cette question de la connectivité, on peut facilement faire circuler ce poisson de qualité dans le pays et même approvisionner Kinshasa. Okay. Et ça fera du bien à la population parce qu'on mangera du poisson frais de meilleure qualité que ce que l'on a avec le chinchard. Le pays a tout, sauf rien. Mais il faut donc trouver des solutions à certains problèmes pour pouvoir justement désenclaver le pays, assurer la connectivité et faciliter la circulation des produits. Le pays est extrêmement riche. La pauvreté ne peut pas se justifier dans le contexte congolais. Alors,
avant de chuter avec la question de la dette publique, une dernière question peut-être en termes de dépenses. Est-ce qu'aujourd'hui, la configuration de l'État ne nous conditionne pas un tout petit peu à cette forme de rente qu'on vit ici, cette incapacité à se donner un capital productif pour aller vers les projets intégrateurs, il y en a autant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une corrélation entre la réorganisation de l'appareil de l'État et aussi ce besoin de pouvoir, j'ai envie de dire, de rationaliser les dépenses de l'État? Vous avez raison, c'est que pour devenir grand, on se sacrifie. Okay. Pour construire, on se sacrifie. Pour pouvoir justement reconstruire les infrastructures, pour pouvoir développer les infrastructures, pouvoir rétablir la chaîne logistique avec tout ce que ça comprend comme impact, il faut que l'on ait justement la discipline, qu'on accepte de réduire sensiblement certaines dépenses dites courantes ou de fonctionnement pour dégager des marges qui permettraient à l'État de financer ce qui est prioritaire. Donc c'est une question de discipline et cette discipline des fois est battue par le fait qu'on crée des instances ici et là, on doit donner des postes aux gens ici et là, et bref, c'est ce qui absorbe les ressources. Or, si on faisait un effort pour rationaliser même la structure des institutions et appareils qui s'inscrivent dans la machine de l'État, peut-être qu'on pourrait dégager des marges et utiliser ça. Mais l'autre question, c'est que en plus de dégager les marges, il faut aussi être sérieux dans l'exécution. Malheureusement, nous avons un sérieux problème. On peut dépenser des millions ici et là sans véritable résultat. Ce qui fait que si vous prenez, je fais un peu l'économie ici, un modèle écométrique dans lequel vous expliquez la croissance ou les progrès économiques de la RDC sur une période et que vous mettez dans votre modèle les dépenses en capital de l'État, vous allez remarquer que l'effet est très limité. Il faut avoir un signe négatif. Et quand vous avez un signe négatif, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'efficacité dans la manière d'investir de l'État. Tout ça, il faut changer parce que certains pays ont des performances économiques meilleures et soutenues parce que justement l'État a investi suffisamment. Faisons de même. On n'invente pas la roue, mais plutôt faisons les choses bien. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, quand on a débuté, nous avons dit que oui, il faut des règles, mais il faut aussi que l'on puisse les respecter. Il faut aller dans l'application. C'est ça, en fait, ce qui dérange souvent dans ce pays. OK. Alors, on va chuter avec la question de la dette publique aujourd'hui. Je veux revenir bien sûr la dette intérieure. On a plafonné les paiements des dettes pas au-delà de 300 000 $. Certains s'interrogent sur l'efficacité parce qu'on sait que le paiement de la dette aussi est un élément de crédibilité qui peut engendrer la crédibilité de l'État, surtout avec d'autres partenaires. Au niveau de la dette extérieure, je ne sais pas y revenir. Quel est le regard que vous avez sur la méthodologie ou encore la méthode choisie par la RDC en ce qui concerne la dette publique? Bon, je commence par dire que nous avons connu certains problèmes importants en matière de gouvernance des finances publiques à cause de la taille de la dette de la RDC. Des efforts ont été engagés dans le cadre du processus PPTE, l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, et ça nous a permis donc d'effacer une partie importante de notre dette en juin 2010. Et depuis, les indicateurs se sont améliorés. Mais pour garder justement ces indicateurs à un niveau acceptable, il fallait développer ou mettre en place une sorte de management de la dette qui consisterait justement à mieux centrer les mécanismes par lesquels on contracte des engagements ici et là et s'assurer l'efficacité pour aller. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place, des premières réformes ont été faites et ça nous a permis de garder, mais on remarque que la dette est en train de prendre. Alors, c'était un poids qu'on fait reposer sur les épaules. Il était l'intervention des autres institutions, on serait à un niveau très exorbitant, notamment avec les contrats chinois. Voilà, justement, ce sont des éléments qui montrent qu'il y a encore des efforts à fournir dans le secteur. Je me rappelle, à l'époque encore, nous étions à la primature, on discutait la question, si vous pouvez vous imaginer, le Premier ministre n'était pas sûr informé sur les contrats chinois, le président de l'Assemblée aussi n'était pas sûr informé. Oui, donc ce sont quand même des choses qui dérangent un peu parce que ce sont des engagements qui avaient une certaine importance par rapport aux ressources qui étaient au centre de la transaction. Donc ça montre qu'il y a des faiblesses. Et aujourd'hui aussi, si on veut mieux gérer cette question de la dette, il faut renforcer les mécanismes de surveillance de tous les acteurs. Il n'est pas dit que n'importe qui peut prendre n'importe quel engagement du pays. Et on prend l'argent, on s'endette. Donc c'est une charge, un poids sur les épaules de la population. Et on lance dans un projet qui n'aboutit pas, qui ne donne pas des résultats. C'est pour ça que les choix rationnels sont importants. Et il faut les financer, mais souvent on finance avec les ressources extérieures. Or, si ces projets
qui sont financés avec les ressources extérieures n'ont pas une certaine rentabilité, il n'y a pas de retour sur investissement, mais à terme, ça va peser sur la population, ça va déranger. Donc, il faudrait aujourd'hui repenser un peu les mécanismes qui entourent. Est-ce que plafonner suffit? Ou il faut aussi prendre le soin d'être sérieux dans l'évaluation de ce qui est réellement créant sur l'État? Vous savez, il y a des pratiques qui ont vu le jour dans ce pays qu'il faut bannir. Je donne un exemple. Monsieur Mike Diana a une créance sur l'État de 100 000. Il vient me voir, moi, ministre des Finances, pour payer. Je refuse parce que je lui dis qu'il n'y a pas d'argent. Après un temps, moi-même, le ministre des Finances, j'envoie quelqu'un qui m'est proche pour aller négocier cette créance. Monsieur Gardi vend la créance qui est de 5 000 à 80 000 et le monsieur va attaquer l'État en justice. Et comme il est de mèche avec moi, on fait en sorte que l'on puisse perdre le procès et là, on demande qu'on paye des millions à l'État et on le paye. Voilà, c'est ce genre de comportement. En fait, les gens trouvent toujours dans l'RDC, dans les différentes faiblesses de notre système, l'opportunité de gagner de l'argent sur le dos de l'État. Et on dit que ça être, selon le terme grand prêtre, non, ce n'est pas ça. Nous devons aider ce pays, il faut qu'on aime ce pays. Et ça demande des changements de comportement, même dans la planification et la programmation du paiement de la dette. Il faut que l'on refaille. Donc, il y a beaucoup à faire dans ce pays, mais ce sont des choses qui sont faisables. C'est question juste de prendre le courage d'attaquer les problèmes, de sanctionner tout le monde, que tout le monde respecte l'État, que tout le monde respecte les règles consacrées, et puis vous allez voir qu'il y aura une amélioration sensible. Et avec ça, on aura une bonne base pour aller vers le budget programme. Parce qu'on peut aller faire ce shift vers le budget programme si l'orthodoxie n'est pas de mise, si l'interférence dans la collecte des recettes demeure, si les pouvoirs sont exorbitants de certains ministres, il y aura un problème. Et donc tout ça, pour dire que nous avons besoin de mettre en place des mécanismes de surveillance. Moi, je pense que, parce que le budget de l'État est annuel et qu'il est exécuté avec des plans d'engagement budgétaire qui sont trimestriels et des plans de trésorerie, je pense qu'il serait important que chaque 3 mois, les ministres du budget et des finances fassent un rapport à la première ministre sur l'exécution. Et elle met à contribution ses services pour apprécier les mécanismes et les modalités. Comment est-ce qu'on a alloué les ressources aux différents ministères par rapport au plan de trésorerie et au plan d'engagement budgétaire. S'il y a des écarts, pourquoi qu'on explique? Parce que des fois, il arrive. Moi, j'ai vu ça, j'ai travaillé avec plusieurs ministres et premiers ministres. Il arrive des fois que les gens gèrent ces questions en fonction de leurs affinités ou leurs humeurs, ce qui n'est pas bon. Parce que là, nous sommes au niveau de l'État. Je peux ne pas être ami à Mike Diana, mais parce que nous sommes au niveau de l'État, on dépassionne le débat. On regarde l'intérêt du pays. Oui, il faut lui donner de l'argent pour faire tel programme. On le fait. C'est tout. Mais malheureusement, on y met trop de passion et de sentiments, c'est ce qui dérange. Donc, cette surveillance-là, au niveau du Premier ministre, est très importante. Mais au-delà de cela, j'ai suggéré, je le dis encore ici, que l'ECOFIN du Parlement puisse aussi suivre chaque trimestre, que l'ECOFIN fasse un travail de suivi des éditions du budget de l'État. Quand il y a des écarts, qu'on demande à savoir pourquoi. Et ça va nous éviter beaucoup de choses. Vous vous souviendrez que l'année passée, il y a eu un point de bec entre le président de la Chambre basse, l'honorable Bosso et l'honorable Sessanga sur la question de la délinquance. Mais Sessanga a posé un problème, c'est celui justement du non-respect de la loi des finances. Quand on fait l'évaluation, la reddition des comptes, il y a souvent des écarts importants. Alors si on veut éviter de retomber dans... Et cette reddition est devenue presque un élément protocolaire. Après, voilà, on n'en fait presque rien. Voilà, donc, il serait important donc de faire un suivi rapproché. Si chaque 3 mois, l'ECOFIN suit et prend des mesures qui s'imposent pour amener les acteurs, ministres du budget, finances et tous ceux qui sont avec eux à travailler dans le respect de la loi, et bien ça nous garantira justement une amélioration du taux d'exécution et le taux de conformité entre le budget exécuté et le budget prévu, ce qui est bien sûr un élément de performance au niveau de la gestion macroéconomique. En 30 secondes, on va finir avec une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu de pouvoir changer le mécanisme dans la contraction des dettes au niveau interne, surtout dans les établissements publics, qui souvent se reposent sur le retard et le non-respect de l'exécution de certaines dépenses qui doivent provenir de l'État congolais. Ce qui conditionne certaines sociétés, même pour de charges fixes, de pouvoir contracter des dettes, surtout avec les banques commerciales. Est-ce qu'à ce niveau, il faut repenser un mécanisme conjoint pour éviter que cela n'arrive régulièrement? Il n'y a jamais eu de problème sans solution. Si problème il y a, c'est qu'il y a une solution. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est que effectivement, il est possible de repenser les mécanismes qui entourent les modalités de contractation des dettes pour que justement on arrive à une situation où
les gens n'auront plus l'occasion de surfer sur les moyens de l'État pour se faire de l'argent avec des fausses dettes, des fausses créances ou des services non offerts. Mais pour ça demande beaucoup. Et dans mes réflexions, justement, j'ai pensé qu'il faudrait développer des outils, même au niveau de la passation des marchés publics, tout ça. C'est très important. Jusque-là, on a fait cette réforme, mais les résultats sont encore limités. Et ça montre donc qu'il y a besoin d'approfondir les réformes pour qu'on ait des meilleurs résultats. Mais ça demande justement beaucoup d'intelligence et d'engagement et de sérieux pour qu'on puisse arriver à cela. Donc c'est très important. Et peut-être, en plus de tout ce qu'on a dit ici, je pense aussi qu'on devrait développer aussi des bonnes approches de gestion, c'est-à-dire la planification, la programmation, l'exécution des dépenses. Il faut le faire pour garantir cette stabilité macroéconomique. Parce que souvent, il est arrivé que le manque de sérieux dans la planification, la programmation et l'exécution ait des impacts sur l'équilibre entre l'offre et la demande globale et ça impacte sur la stabilité de l'économie. Ça sera donc le mot de l'affaire, Alexandre Chouet. Je vous dis merci. Je rappelle que vous êtes expert en questions économiques, plusieurs fois conseiller au niveau de la primature, professeur d'université, mais également consultant au niveau international. C'est un plaisir de vous avoir et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour d'autres questions essentielles des finances publiques. Merci, c'est avec plaisir. Alors, merci également à vous d'avoir suivi ces numéros d'entretien. Merci également à Caleb qui a réalisé cette émission et à la grande équipe d'Éduc Télévision. On se retrouvera très vite pour décortiquer encore une fois de plus l'économie congolaise qui, allez, est une question d'intérêt général. Au revoir et à très bientôt.